De nos jours, l'une des questions les plus fréquentes, c'est le fameux « T'as du réseau ?» Moi, je vous répondrai oui, mais lequel? Le réseau, c'est une petite icône sur votre téléphone, c'est des fils et des poteaux, c'est parfois même la fibre qui arrive en bas de votre immeuble. Tous les jours, on mobilise les réseaux, on en est même dépendant. On se réveille avec, on mange avec, on se déplace avec, on dort avec. Le paradoxe, c'est que c'est devenu tellement banal et au cœur de notre quotidien qu'on oublie même le sens du mot réseau, son rôle, ses usages, ses formes et même son histoire. Dans une société de plus en plus dématérialisée, c'est bien la technologie qui rend le réseau invisible. La société lui donne du sens, le rend tangible, et la chère recette, elle, le rend lisible. La chère recette, c'est un espace, c'est une dynamique de pensée et d'action qui nourrit le dialogue entre observation de terrain, représentation et imaginaire. Prenons l'exemple de notre bon vieux réseau électrique. Il est au cœur d'une vraie mutation. Aujourd'hui, la réalité, c'est les énergies renouvelables, c'est l'autoconsommation, c'est les compteurs communicants, c'est les objets connectés, c'est l'intelligence artificielle, c'est les smart homes, smart grid, blockchain, edge cloud. On parle même de quantified self. Je vous ai perdu? C'est normal. Pour appréhender cette complexité, la chère recette est là pour nous éclairer. La chère recette, c'est de l'histoire, c'est de la sociologie, c'est de l'économie, c'est de l'ingénierie, c'est de la médiation scientifique. Et c'est surtout des chercheurs, des professionnels et des étudiants qui prennent le temps de s'engager. Vous aussi, vous aimez produire et partager des connaissances? Alors travaillons ensemble pour repenser nos usages, agir sur nos comportements et comprendre avec la chère recette le rôle joué par les réseaux dans nos sociétés en transition. Alors, ici vous voyez notre autre vedette, Jean-Baptiste Boisque, dans le cadre d'un clip qui avait été réalisé de propagande. Engagez-vous, disait-il. C'est un clip de propagande qui a aussi réussi, puisqu'il est à EDF renouvelable. Il ne va pas tarder à arriver, donc un clip de médiation, pas de vulgarisation, donc avec un petit peu qui avait été aussi très largement donc diffusé. Ce qui permet de présenter avec des respirations. Merci au service technique du SDEC, merci au j'oublie de remercier. Voilà. Le service audiovisuel de l'université Bordeaux-Montaigne. On se connaît depuis une vingtaine d'années quand j'étais directeur de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Donc ils sont ici présents, ça leur permet de sortir aussi quelquefois agréablement de l'université. Ils le font régulièrement, donc on a des moments de respiration, des travaux qui ont été réalisés parce que, comme dit Michel Derdevet, je cite toutes les heures Michel Derdevet, il faut faire savoir autant que faire. Et donc ici, on essaie de faire savoir. Donc ici, cette table ronde, elle a un aspect fondamental, central, assez émouvant, parce que quand même, cette chaire n'aurait pas vu le jour, elle n'aurait pas été accompagnée, n'aurait pas développé sans ces trois personnes actives, proactives dans de nombreux domaines. Je vais rapidement présenter, mais on en a déjà effectivement parlé. Michel Derdevet nous accompagne par la pensée et fera dans la conclusion aussi avec Stéphanie. L'idée principale était de voir comment est-ce qu'ils ont fondé, accompagné cette chaire. Je rappelle que la question, c'est la question du service public de l'énergie électrique. Du service public de l'énergie électrique, à l'origine avec Enedis, c'était uniquement le réseau de distribution. Réseau de transport. Moi-même, j'ai beaucoup plus travaillé d'ailleurs sur le réseau de transport et d'interconnexion réseau européen que sur le réseau de distribution. Donc on a l'ensemble des réseaux. On a vu d'ailleurs le clip sur la notion effectivement donc des réseaux. Et que vient faire dans cette galère, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, que viennent faire les sciences humaines et sociales? Quel est l'intérêt pour une entreprise, une structure, quel est le sens effectivement de s'engager, de devenir donc partenaire fondateur et de devenir mécène? Ce sont les partenaires fondateurs de la chère recette avec état des lieux après 6 ans de coopération. Je reviens sur la présentation. Donc Stéphane Houllier qui a porté la bonne parole du président Kenta, qui est un juriste émérite de droit public, de droit international, et qui est surtout, alors lui au fond, en grande continuité. Il est depuis 2005 directeur général des services du SDEC, donc il est au fond l'homologue de Pascal Sokolov, directeur général des services de la FNCCR, avec qui je collabore régulièrement pour l'histoire de la FNCCR que
nous tentons d'écrire avec notre ami François-Mathieu Poutou. Et ici, il a toujours accompagné la chaire Recette. Michel Derdevé n'est pas là, mais il a été donc directeur de la communication et des affaires publiques de RTE de 2000 à 2013, puis secrétaire général d'Enedis de 2013 à 2020, et aujourd'hui, il est président de Confrontation Europe et de la Maison de l'Europe de Paris. Mais, donc Thierry Gibert, nous l'étions rencontrés donc, dans un match de rugby, le seul match de rugby auquel j'ai assisté effectivement, étant spécialiste de tennis, comme tout le monde le sait, qui a été pendant 6 ans notre bien-aimé, notre meilleur sur l'échelle de Richter de 10, notre bien-aimé directeur territorial d'Enedis Aquitaine Nord. Il y a eu un petit creux, donc il y a un nouveau directeur territorial qui doit arriver incessamment sous peu, avec qui je vais prendre rapidement rendez-vous à l'occasion de la soutenance de la thèse de Benjamin Jouve, puisque c'est une thèse, effectivement, CIFRE, qui avait été soutenue grâce à Christophe Bonnery et grâce à Michel Derdevé à l'échelle nationale sur quel est le sens, quelle est l'histoire du réseau de distribution. Et aujourd'hui, Thierry, tu es directeur technique et grand projet Île-de-France et tu t'occupes beaucoup justement des plans de délestage, de la question des résiliences, comment passer l'hiver, l'été, le printemps et l'automne. Et puis, Christophe Bonnery, qui est l'économiste, l'homme des réseaux à tout point de vue, qui a été directeur de l'économie et de la prospective à Enedis de 2013 à 2022 et qui aujourd'hui est surtout donc directeur de la stratégie et des partenariats de Paris School of Economics, PSE ou PSI pour parler absolument, et avec qui on a le plaisir de faire déjà un long compagnonnage aussi lié à l'économie, les sciences économiques, puisqu'il a 2 grandes fonctions, le rayonnement national et international. Il est président de l'Association française des économistes de l'énergie, parce qu'on oublie les économistes de l'énergie il y a une grande diversité d'ailleurs, en théorie, il y a une grande diversité de positions sur les économistes de l'énergie, et il est, alors je sais jamais, past president de l'Association internationale des économistes de l'énergie. Donc la dimension, n'oublions pas, dans l'articulation avec l'échelle européenne et encore plus l'échelle internationale. Voilà pour cette présentation. Au fond, je leur avais proposé 3 questions globales, on verra pour les 2 pour ne pas impacter donc, le temps de parole, et ça serait bien que, au fond, que l'on change à chaque passage. Je vous avais posé comme première question. Donc, en fait, je redis les 3 questions que j'avais prévues. Donc, une première question, c'était pourquoi avoir créé, soutenu ou soutenu la chaire Recette. Ensuite, non, il vaut mieux que je fasse question par question. Donc, que vous reveniez sur votre expérience. Donc, le premier élément, pourquoi avoir créé ou soutenu donc, la chaire Recette. Je pense qu'il vaut mieux dans l'ordre ici. Donc, Thierry Gibert, puis Christophe, Thierry, puis Christophe, puis Stéphane, dans ce sens-là. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais commencer par quelques remerciements très sincères, et je ne voudrais pas commencer mon propos sans adresser des remerciements particuliers. D'abord à Christophe. Cher Christophe, je ne le remercierai jamais assez d'avoir su, comment dirais-je, matérialiser et concrétiser une discussion, non pas de coin de table ou de coin de comptoir, mais une discussion qu'on avait eue tous les deux à l'occasion d'un repas, dans un contexte, encore une fois, plus que symbolique. Le congrès de la FNCR qui est propice, et qui est fait pour ça d'ailleurs, pour faire des bilans, sortir, entre guillemets, la tête du guidon, regarder les choses de façon un peu prospective, engager des réflexions, et d'avoir réussi finalement à passer du stade de l'idée ou du stade du concept à quelque chose de bien concret, qui embarque vraiment des jeunes, des étudiants. Voilà je te remercierai jamais assez d'avoir contribué d'abord à la mise en place, et puis on peut le dire maintenant, après 6 ans, à la réussite de cette chaire. Remerciements aussi à Cyril Abonnel, qui était là dès la première heure, au sein d'Enedis, même s'il n'est pas là aujourd'hui, qui a été un grand contributeur en matière de production d'idées, mais aussi un accompagnement du lancement de cette chaire. Et puis j'associe naturellement Jordan.
je dirais, la qualité de l'exposé qu'il vient de faire illustre bien comment il a contribué avec Cyril à mettre, comme on dit un peu trivialement, la barre à un certain niveau, en tout cas un niveau tel qui a permis, au fil des mois et au fil des années, le rayonnement de la chaire, et qui a permis, ça a été évoqué et qui reviendrait peut-être, à faire en sorte que un certain nombre de structures, le syndicat, le SDEC, mais aussi en Dordogne, Gironde Habitat, ainsi de suite, RTE, Régas, enfin bon, je ne vais pas citer toutes les structures qui n'étaient pas au lancement de la chaire, mais qui, par de la qualité de ces réflexions, par la qualité de la production des étudiants, a suscité l'intérêt de décideurs qui ont décidé, enfin qui ont pris l'initiative d'accompagner la chaire. Donc un grand merci. Alors, je cite ces droits, je pourrais aller encore au-delà, mais je tenais à citer vraiment vous citer tous les trois, et puis à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué au rayonnement de la chaire. Et moi, bon, je ne suis pas encore à la conclusion, mais ce que je retiendrai déjà, à titre personnel, c'est le plaisir que j'ai eu échanger avec chacun de vous trois. Il y a eu toujours une discussion très riche, qui me changeait un petit peu de mon environnement habituel professionnel, plutôt orienté sur la technique, sur le management. Et discuter avec vous a toujours été un grand plaisir et une grande richesse pour moi, pour alimenter mes réflexions en tant que directeur régional. Alors, pourquoi finalement lancer cette chaire avec Christophe et Cyril? Je pense que pour comprendre, il faut essayer de se replonger dans le contexte de 2015-2016. Il y a des discussions au niveau national pour élaborer le PPE, qui va avoir pour objectif principal le déploiement à très grande échelle des énergies renouvelables, essentiellement du photovoltaïque et de l'éolien. Ça, c'est le contexte général, donc le développement des énergies renouvelables en changeant d'échelle. C'est pas nouveau, ça a commencé en 2010, mais là, il s'agit vraiment de changer d'échelle. Et pour Enedis, il y a un projet très structurant qui est le déploiement de l'ITI qui commence tout juste, qui a commencé en décembre 2015, donc là on est tout début de l'année 2016, avec déjà des oppositions, des débats publics. Jordan parlait de technocritique, donc là, je ne sais pas si c'était très... Il y avait beaucoup de techno, mais il y avait beaucoup de critiques. Et donc, on est dans ce contexte-là. Et donc, à cette époque-là, il y avait un peu quelques interrogations, quelques incompréhensions au sein de l'Église. La première interrogation, je veux dire, le message qu'essayait de faire passer Enedis à ce moment-là, c'était un peu la formule, je ne sais pas si certains s'en souviennent, en disant « plus de ENR, ce sera plus de réseau ». Alors maintenant, c'est une affirmation qui est un peu admise, et même l'Agence internationale de l'énergie, je pense sous le contrôle de Christophe, qui dit voilà, pour $1 investi dans les ENR, dans la production à l'échelle mondiale, il faudra investir $1 sur les réseaux. Mais cette idée-là n'était pas si admise à l'époque, en disant mais on parle de production, pourquoi vous nous parlez d'investissement également sur le réseau? Et ce que disait également Enedis à l'époque, c'est que le développement des ENR ne pourra pas se faire sans plus de réseaux, mais un réseau plus performant et plus digital au service de nouveaux usages. Et ce qui nous paraissait, nous, être une évidence, eh bien, ce n'était pas si évident que ça pour le grand public et pour beaucoup de monde. Et donc, il était, de mon point de vue en tout cas, essentiel de ne pas rester que sur un programme industriel, sur la vision d'un programme industriel qu'est le programme LINKI, mais également de faire le fameux pas de côté qu'a évoqué tout à l'heure Jordan, et d'avoir une autre approche sociologique pour inscrire ce projet-là dans une démarche de fond, sociologique, pour essayer de comprendre ces mouvements de fond, pour se dire, voyez, quand même, nous sommes un service public, on fait quelque chose pour l'intérêt général, et c'est pas admis. Enfin, c'est pas admis. Il y a des oppositions,
alors qu'on représente quand même un projet de déploiement de Linky qui incarne cette modernité du service public. Donc il nous fallait nous re-questionner là-dessus, accepter ces critiques et avoir d'autres regards que ceux qu'on a quand on est ingénieur. Et donc ça nous paraissait très important d'associer à toutes nos études techniques que nous avons pu faire, toutes les études économiques, d'avoir, avec l'aide de jeunes, c'est très important d'avoir le regard des jeunes quand on parle de dynamique sociale, parce que évidemment, les dynamiques qui sont initiées par les jeunes vont durer pendant plusieurs années. Et donc c'était très important pour nous, enfin en tout cas pour moi, d'investir un petit peu ce champ-là que je ne connaissais pas, en tout cas très mal, même si ça m'intéressait beaucoup, mais je ne me connaissais pas bien. Et voilà, je suis très heureux d'avoir fait ça. Juste un dernier mot, sans monopoliser la parole. Il y a quand même deux choses que je voudrais dire, parce que je ne résiste pas quand même au plaisir, j'ai évoqué le projet Linky, de dire quand même, de saluer la réussite au final de ce programme industriel. Ce programme, il a été mené complètement dans les temps. Au moment où on l'a lancé, 6 ans, plus de 30-35 millions de compteurs, il faut construire des usines, il y a des enjeux de logistique énormes, il faut mobiliser plus de 10 000 personnes simultanément, tous les jours. On a été dans les temps. Au moment où je parle, fin 2021, on était à plus de 30 millions de compteurs. Au moment où je parle, là, on est à 35 millions de compteurs. C'était une réussite également sur le plan économique, sur le plan financier. Il y a beaucoup, pas cité de programmes, mais des programmes qui dérivent dans le temps et qui dérivent dans les coûts. Il n'y a pas eu de dérive de coûts. Et non seulement il n'y en a pas eu, mais grâce, je dirais, à l'apport et à l'engagement au sein d'Enedis, mais pas seulement, avec les partenaires, avec les prestataires, avec les collectivités locales, enfin bon, avec tous les actes de la FNCCR, les syndicats d'électricité, qui nous ont beaucoup soutenus dans cette démarche, grâce à l'apport, je dirais, au sein d'Enedis, mais l'engagement, encore une fois, de beaucoup de parties prenantes qui avaient parfaitement compris l'intérêt de ce programme-là, l'intérêt pour, encore une fois, la collectivité au sens large, eh bien, les coûts n'ont pas dérapé, et même nous avons fait, entre guillemets, un peu mieux que prévu, et ça a coûté un peu moins cher que prévu, c'est suffisamment rare pour être souligné. Et puis, voilà, mettre 4,5 milliards sur la table, sur le réseau, encore faut-il que ça marche. Encore faut-il que les promesses techniques, technologiques, soient tenues. C'est le cas. Ça marche vraiment très bien, maintenant évidemment plusieurs années de recul, et chacun peut constater que voilà, ces index sont relevés de façon automatique, les factures sont justes. Vous pouvez aller sur un site d'Enedis ou sur un site de vos fournisseurs, regarder vos cours de consommation, donc tous les services qui sont, je ne vais pas tous les citer, mais bien sûr, les 11 millions de déplacements faits en voiture pour aller faire des relevés de compteurs ont été supprimés. On a quand même gagné 11 millions de kilomètres économisés. Tout à l'heure, Jordan a évoqué l'autoconsommation, qui est un phénomène sociologique, qui est une idée force, qui va manifestement, qui va logiquement encore une fois se développer. La première installation d'autoconsommation à partir de panneaux photovoltaïques dans le collectif a été faite à Bordeaux en décembre 2017, si ma mémoire est bonne. Et ça, c'est grâce à Linky. Pas de Linky, pas d'autoconsommation, ce qui nous paraît naturel en France. Tous les pays qui n'ont pas des compteurs dits intelligents, l'autoconsommation, ça reste une perspective, pas une réalité. Voilà, donc je ne vais pas insister là-dessus. Voilà, mais je voulais revenir quand même sur ce succès industriel. Et puis, on parlait aussi beaucoup à l'époque des smart grids, les réseaux intelligents, les réseaux du futur. Et donc, on était beaucoup engagés là-dessus. Dans le clip de Jean-Baptiste, il y a beaucoup de cibles qui apparaissent.
Et là aussi, je ne résiste pas au plaisir d'évoquer un point, c'est qu'en matière de classement des réseaux et de smart grids, il y a un classement mondial qui fait référence, qui est un classement fait par Singapour, hein, la Société d'électricité de Singapour, Singapour Power. Je le dis avec l'accent du Midi. Hein, Christophe, lui qui parle anglais couramment, on ne le reprend pas évidemment. Et donc, ce classement mondial fait un classement mondial des réseaux les plus digitaux, les plus performants du monde en matière de digitalisation. J'ai le plaisir de dire que pour la deuxième année consécutive, Enedis est le distributeur et l'exploitant de réseau le plus performant et le plus smart grid du monde. Devant les Anglais, mais surtout, alors en Europe continentale, on est, toute modestie mise à part, on est vraiment devant le peloton en Europe, mais la comparaison se fait avec quand même les distributeurs américains, les japonais, les coréens. Et pour la deuxième année consécutive, on est considéré comme le réseau le plus smart du monde, par, encore une fois, Singapour, qui n'est pas connu pour une francophilie excessive, je dirais, et sur des critères où là, les critères qui sont pris en compte, c'est pas ce qu'on va faire, c'est pas des tests, c'est pas des projets, ce qui est pris en compte, c'est ce qui marche réellement. Et évidemment, la pierre angulaire de ça, c'est Linky, mais il n'y a pas que Linky, c'est aussi l'exploitation des systèmes d'objets connectés, de télécommandes et ainsi de suite, qui ont été très bénéfiques. Je vais peut-être l'occasion d'y revenir, y compris pour la façon dont on a réussi à passer l'hiver sans coupure ces dernières semaines et ces derniers mois. Voilà. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais voilà, quelques mots. Pourquoi j'ai souhaité vraiment donner corps aussi à cette idée qui avait germé avec Christophe à cette échéance-là qui était en début 2016. Merci beaucoup pour cette historicisation chaleureuse du temps présent. Je rappelle simplement que l'idée de Smart Grid est aussi vieille que l'idée du réseau électrique. Je me rappelle avoir accompagné à Bruxelles Michel Derdevé quand il était RT en 2003, déjà pour un premier grand colloque sur les Smart Grids. Je crois qu'il n'y avait pas donc une année sans une centaine de colloques sur les Smart Grids, mais comme tu l'as dit, quel est le principe de réalité par rapport au principe du plaisir. Mais les économistes et Christophe B, nous partageons les mêmes initiales, la même année de naissance. Donc c'est un brillant économiste. Pourquoi de sa tour, la Défense, et pas uniquement, ou de son île grecque, pourquoi Christophe Bonnery a souhaité soutenir et créer Reset Chemin. Merci Christophe B aussi. Il y a eu beaucoup de remerciements et je ne voudrais pas vous noyer sous les remerciements, mais je suis obligé de le faire parce que vraiment ce que vous avez créé est extraordinaire. Et donc je remercie tous ceux qui ont été cités, Jordan, etc., toute l'équipe et Christophe. Mais vous aussi dans la salle, parce que je ne vous connais pas tous, mais Christophe vous a décrit soit nominativement, soit par vos appartenances. Et j'ai grande envie de vous rencontrer, de discuter avec vous sur tout un tas de sujets. On le fera peut-être autour de la pause café tout à l'heure. Et le cocktail. Et du cocktail. Mais ce sera avec un grand plaisir. Mais merci Christophe de nous avoir réunis quand même 6 ans plus tard. Alors, depuis ces 6 ans, certains ont changé, d'autres ont moins changé. Moi, j'ai fait 3 postes successivement en 6 ans. Donc, c'est un peu avec une approche multicarte que je vais vous répondre à la question, enfin essayer de répondre à la question pourquoi créer la chaire, pourquoi nous avons créé cette chaire. Enfin, avec vous, on l'a fait collectivement. Lorsque on s'est engagé dans la chaire, moi j'étais à ce moment-là directeur, tu l'as dit, économie et prospective d'Enedis. On était en train de créer, et c'est pour ça que je soutiens la commande de Jordan, même si on n'a pas le droit de le faire en tant que mécène, de faire une histoire de la prospective. On a créé, on a structuré une approche prospective dans notre tour à la Défense, mais l'idée était de ne pas l'utiliser dans la tour, mais dans les territoires. Et donc ces travaux que Thierry connaît, qui ont été présentés ici aussi à Bordeaux, on les a fait sous une forme d'analyse prospective sur l'utilisation des réseaux de demain, comment, tu l'as dit Thierry aussi, les transformations voulues par le ministère, la transition énergétique
la PPE allait se décliner, mais pas vu le détour de la défense, mais au plus près des territoires. Où est-ce qu'on allait mettre les bornes quasiment derrière l'église, à quel endroit devait être placé. Donc tout ça, ça a été fait dans mes équipes, élaboré dans mes équipes, et on a présenté des cartes d'utilisation des réseaux dans les différents territoires qui ont été partagées et qui sont encore en cours de développement pour améliorer et tenir compte des transformations qu'on n'avait pas imaginées dans la société. Donc la prospective est un des mots-clés derrière le mot reset qui ont fait qu'on ne pouvait pas ne pas vouloir s'engager dans cette dimension. Mais le choix d'investissement et d'investissement financier payé par Thierry, merci Thierry, mais aussi la décision a été prise dans un cadre extrêmement structuré. On avait décidé de créer en 2014, sous la présidence de Michel Verdevet, un comité des partenariats universitaires qui avait pour but qui a toujours pour but de décider de l'entrée dans un partenariat ou dans une sortie d'un partenariat. Et pour faire ce comité prendre ces décisions, on a commencé par faire des cartographies des investissements, des engagements des différentes structures d'Enedis dans les partenariats. Et on a fait des belles cartes de France, je pourrais vous en montrer. Imaginez, je ne l'ai pas ici, mais imaginez une carte de France qui montrait dans les nouvelles régions les endroits où il y avait beaucoup d'investissements d'Enedis, d'autres où il y en avait peu. Et en fait, finalement, historiquement, il y avait assez peu dans la région Nouvelle-Aquitaine. Que ce soit, et donc ces cartes ont été déclinées à la fois en termes de nombre d'engagements, en termes de volume d'engagement financier, mais également en termes de discipline. Et c'était le deuxième constat, c'était outre les relatives carences qu'il y avait dans la région ici, il y avait très peu, dans toute la France, d'investissements dans les partenariats en sciences humaines et sociales. Et donc ce sont ces deux manques qu'on a essayé de combler. Et donc ces deux cartes que je me demande d'imaginer, vous voyez la région Nouvelle-Aquitaine avant 2016 et à partir du 14 avril 2017, celle qui était notre conférence inaugurale, la France avait changé, effectivement, grâce à l'arrivée de Reset. Donc ça, c'était pour l'investissement. Et vous avez eu 6 ans pour le faire évoluer, et le faire évoluer jusqu'à ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc bravo. Il y a une autre dimension sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, peut-être pour une autre question, qui est le mot clé, interdisciplinarité. Cette dimension est fondamentale pour nous, elle l'est beaucoup plus pour moi maintenant à Paris School of Economics. On ne peut pas, comme ça a été déjà dit, être chercheur dans son domaine, dans son silo, pour donner le mot négatif, sans le partager, partager ses doutes et ses certitudes avec d'autres disciplines, avec d'autres chercheurs. Et ça, c'est fondamental. Et donc, ça nous a effectivement incité à la raison avec ma casquette, c'est pour moi le premier volet de ma question, avec ma casquette de directeur d'économie de la prospective d'Enedis, à plutôt donner un avis favorable à cet engagement. Deuxième casquette, celle de président de l'Association des économies de l'énergie et de président 2019 de l'Association internationale. Alors, je ne suis pas fluent en anglais, comme ça a été sous-entendu par Thierry, mais j'essaie de me débrouiller. Ces deux associations, que ce soit la version française ou la version internationale des économies de l'énergie, d'abord, c'est composé d'économistes de renom que tu as cités, qui ont tous, et d'autres qui sont moins connus, mais qui ont tous pour ambition de disséminer la science économique appliquée à l'énergie, de ne pas la garder dans sa tour ou dans son bureau, mais de la partager avec le plus grand nombre. Et effectivement, tous les événements qu'on a vus, sociologiques, sociétaux, comme la crise des Gilets jaunes ou autres, nous ont renforcé dans cette ambition, bien que ces deux associations aient été créées. Toutes les grandes transformations, finalement, se passent quand il y a des chocs. Et les deux associations ont été créées en 1973, après le premier choc pétrolier. Là, je pense que si on change, pour parler du futur, si on change de market design, comme c'est attendu pour beaucoup, on parle de tarifs aujourd'hui, ça ne se fera que s'il y a un gros choc dans le système énergétique. Et je pense que si c'est produit suite à la crise d'Ukraine et
et les questionnements sur la sobriété qui ont résulté notamment de la pandémie. Donc tout ça font que ces associations ont pour ambition de conduire des études, mais à la différence de la chaire, l'association ne produit pas d'études elle-même, mais elle valorise les travaux de ses membres. Et c'est ce qu'on essaye de faire en publiant des revues académiques à comité de lecture, comme on dit, qui sont assez bien utilisées. Et donc, en organisant des conférences, je vous invite à assister à la prochaine conférence internationale des économies de l'énergie, qui est après Rio de Janeiro, Singapour, Tokyo, Riyad, etc., va se tenir à Paris l'année prochaine. On a obtenu que la prochaine conférence qui recevra 1000 économistes du monde entier se tiendra à Paris. Dans tous les travaux de recherche qui pourront être engagés par la chaire sont bienvenus pour montrer ce qu'on sait faire en France en termes d'économie de l'énergie et des réseaux. Voilà pour l'association. Et puis, une petite ouverture avant d'y revenir un peu plus tard. Je suis effectivement directeur de mission de Paris School of Economics depuis un an maintenant. J'ai découvert cet univers qui, comme le dit son nom, il n'y a pas le mot énergie, c'est toutes les économies. Et donc, on fait de l'économie de la santé, de l'économie sociale, l'économie de l'agriculture, dans tous les secteurs de l'économie, mais aussi dans toutes les disciplines. En fait, on essaye, c'est un centre de recherche qui est, soit dit en passant, PSE, vous ne connaissez peut-être pas, vous connaissez peut-être peu, mais c'est quand même le 5e laboratoire de recherche en économie du monde, après 4 Américains, qui ne sont pas les petits, Berkeley, Harvard, MIT et l'école de Chicago. 5e du monde, les Français, c'est PSE. Là, ça ne se sait pas. On a quand même 2 prix Nobel. On a des chercheurs connus comme sur les questions de redistribution de l'énergie, comme Thomas Piketty ou Esther Duflo, etc., qui sont mes voisins de bureau. Et je peux vous dire que quand on discute avec eux, quand on n'est pas d'accord, à la fin on finit par admettre qu'on a tort. Mais en tout cas, ce sont des chercheurs extrêmement passionnants. Et donc, j'appelle les étudiants aussi qui sont dans la salle, s'ils veulent se rapprocher de PSE, à venir discuter aussi avec moi tout à l'heure, parce qu'on a des masters d'excellence qui vous attendent. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'interdisciplinarité, je voudrais revenir dessus, c'est très important. C'est très important et c'est une des clés du succès de la transition écologique. Je prendrai un exemple tout simple, c'est celui de l'électromobilité. On parle de transition. Selon les porteurs des analyses, que ce soit les constructeurs automobiles, les fournisseurs de batteries, les gestionnaires de réseau, les producteurs de services aux véhicules électriques, etc., chacun a une analyse différente de ce que devra être le futur plutôt favorable, plutôt contre, plutôt frein. Donc, selon son appartenance, mais aussi selon la méthode qu'il va utiliser. Une méthode technique, en disant ça ne passera pas, il y aura trop de pointes, etc., je ne vais pas y arriver, ou je vais y arriver. Ou d'autres qui vont dire mais économiquement, je vais rendre des services au système, donc il faut le payer. Donc des approches économiques ou des approches sociologiques. De toute façon, on ne va pas changer nos habitudes, question d'autonomie et autres. Donc vous avez, pour ce petit exemple de l'électromobilité, plein de bonnes raisons pour y aller ou pour ne pas y aller. Et donc c'est là que je dis que l'interdisciplinarité est essentielle, parce que en comparant ces conclusions hétérogènes, je dirais, on va pouvoir en déduire une vision utile pour le décideur public, pour celui qui va mettre en place les outils. Voilà ce que je voulais dire. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais pour commencer par la première question, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Et au passage, interdisciplinarité, c'est aussi notre raison d'être. Et moi, j'aime beaucoup indisciplinarité, c'est-à-dire on ne sait pas de quelle discipline on parle, et c'est toujours dans les intersections, dans le carrefour. Alors, je rassure Stéphanie en particulier, en fait, dans cette première question, on regroupe pratiquement donc les 3 questions. Donc, on fera un second tour de table après, et je ne vais pas exposer, et avec le temps de parole, et c'est très bien de laisser aussi de la spontanéité. Donc, Stéphane est le roi de la spontanéité, donc
toute confiance et chaque fois des discussions passionnantes, des discussions enflammées, quelquefois, sur la solidarité, complémentarité. Mais là, effectivement, quelle est votre expérience et votre regard? Alors, bonjour à toutes et à tous en mon nom personnel. Merci Christophe et Jordan d'être présents ici parmi nous. Pourquoi avoir soutenu cette chaire Reset dès les premiers instants? Thierry Gibert l'a parfaitement expliqué. 2015, nous étions à l'aube de cette fameuse transition énergétique qui est devenue transition écologique. Et on s'est dit il fallait faire une sorte de reset, une relance presque informatique au niveau de cette civilisation électrique dont parlait Jordan. Pourquoi? Parce que les syndicats d'énergie en France sont propriétaires des réseaux. Et finalement, on s'est dit, est-ce que ces réseaux n'allaient pas être très vite surannés, voire ringardisés par ces nouveaux modes de production? Donc on s'est dit, c'est bien de se donner un peu du champ, de la réflexion, d'échanger avec des jeunes, des moins jeunes, parce que souvent d'ailleurs l'histoire explique le présent. Et ça nous a été utile de recomprendre, c'est le sens d'ailleurs de la petite vidéo en introduction, de comprendre le rôle de ces réseaux, l'humain au milieu de tout ça, son acceptabilité, etc. Et on s'est vite rendu compte d'ailleurs, Thierry Gibert l'a parfaitement décrit, c'est que les réseaux sont consubstantiels à la transition énergétique. Et finalement, sans réseau moderne, fiable, communicant, il n'y aura pas de transition énergétique. Donc ça nous a d'ailleurs un petit peu rassurés. Et puis au gré des échanges, ça nous a convaincus de la chose, de la nécessité d'engager encore plus de travaux. La deuxième raison pour laquelle nous avons souhaité accompagner Reset, c'est plus personnel, mais peut-être qu'on partage un peu tous la même chose. En tout cas, le président Panta ou moi-même, on s'en rend compte dans notre quotidien. C'est que finalement, on est un petit peu, quelque part, accaparé par l'instantanéité. C'est-à-dire que dans nos missions quotidiennes, on subit. Bien souvent, on subit, on réagit par instinct, mais on prend rarement du champ pour réfléchir. Comme disait quelqu'un, il faut parfois savoir laisser le temps au temps. Et la chaire Reset, justement, a ce bienfait-là de pouvoir, entre nous, réfléchir, échanger, mais agir aussi. Parce que la réflexion, si elle n'est pas suivie d'action, a que peu d'intérêt, si ce n'est peut-être un intérêt, le plaisir, mais c'est bien d'agir également. Donc nous, on a vu l'intérêt de mettre en perspective dans la vidéo, on nous parle de blockchain, de edge cloud, etc. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces grosses bêtes? Il faut comprendre, il y a des jeunes, ils vont nous acculturer à la chose. Donc voilà le deuxième intérêt de Reset. Et le troisième intérêt, Christophe et puis mais les deux personnes précédentes l'ont parfaitement décrite, c'est cette indisciplinarité. Indisciplinarité, c'est Lucien Sfez aussi qui a développé voilà. ça. Indisciplinaire, indiscipliné, donc indisciplinaire. Voilà. Alors, la disciplinarité, et en d'autres termes aussi, le côté intergénérationnel est intéressant, parce que ce qui est également très utile dans nos métiers, Christophe Bounou l'a dit, c'est qu'on est tous un petit peu sur des spectres différents, la recherche, les collectivités locales, le gestionnaire de réseau, des universitaires. C'est cette mise en réseau des uns avec les autres, parce que c'est vrai, si j'ai une question, une interrogation, je sais que je peux appeler telle ou telle personne, et ça, dans le quotidien, c'est utile plutôt que de rester, encore une fois, dans son silo ou sa tour d'ivoire. C'est bien de pouvoir échanger, se nourrir de l'expérience des autres. Et je finis, Christophe, en vous disant qu'à chaque fois que nous avons accueilli des stagiaires ou des thésards, des gens qui travaillent sous votre contrôle, eh bien, ça a toujours été enrichissant, utile, et le SDEG reste à votre disposition, à la disposition de vos étudiants pour les accueillir ou tout simplement leur donner du grain à moudre dans le cadre de leurs travaux. Merci. Alors, la mise en réseau humain, donc des relations, de l'interaction, de la proactivité, au-delà de Twitter,
TikTok, Facebook, etc., qui restent dans l'écume des jours, même s'il faut effectivement faire des formes de valorisation des clips en particulier. Alors, je pense que l'on peut, en quelques minutes pour chacun, revenir sur le second type de question, parce qu'il ne faut pas tomber dans la célébration, c'est pas ici. Hein. Quels sont, d'après vous, certes, les apports, mais les limites, les blocages, et puis surtout, déjà, je vois que Jordan, déjà, qu'est-ce que vous voyez, sujet émergent, conseil, structuration, où aller chercher de l'argent, bon, je ne sais pas, volontaire, banque, puisque monnaie is monnaie, hein, donc non. Mais surtout, donc, dans votre expérience, c'était la seconde question, dans votre perspective, de votre point de vue, vous avez désormais, vous avez des points de vue différents, des points de vue complémentaires, hein, donc et Christophe a connu au moins 3 mondes, il connaît 3 mondes. Donc, quels sont les apports, les limites et les conseils? Donc, comment vous voyez ce bilan de la chaire et les ouvertures? Je vais changer un petit peu l'ordre. Je fais exprès, je vais commencer par Christophe B. Après, je prends Stéphane, et puis on va terminer par notre régional absolu de l'étape, même s'il est de l'autre sud plutôt. Voilà. À Christophe. Alors, donc, les apports et surtout les défis. Mais les deux. Tout à fait. Alors, les apports, pour moi, ils ont déjà été cités, mais je vais comme ça, on va quand même les répéter. Clairement, c'est les questions qui ont été développées sur les questions de sobriété, sur les questions de traitement de la précarité, identification de la précarité, sur les questions autour de l'analyse socio-économique des prises de décision. Alors, je ne dis pas que vous avez été au bout de tous les sujets, mais je ne vais pas faire de flagornerie, mais en tout cas, c'est sûr que vous avez bien avancé et je pense que c'est vraiment à ranger du côté des apports. Il y a également tout le bagage apporté par la dimension historique, notamment, je prends un exemple, les travaux de Ronan Viguier qui ont été présentés. Donc c'est là qu'il y a une première relation d'interdisciplinarité, puisque vous êtes venu... Ronan Viguier, qui est un des 2 secrétaires scientifiques du comité d'histoire de l'électricité et de l'énergie, qui a soutenu une thèse, vous l'avez invité, sur se chauffer en France au XXe siècle. Voilà, donc c'était un exemple que j'avais cité, donc voilà, c'est parfait. Donc ça, tout ça, ce sont des apports, et ma liste n'est pas exhaustive, je vais en oublier, je compte sur mes voisins pour en rajouter d'autres, peut-être. Mais en tout cas, côté défi, il y en a un qui paraît, j'en vois 2. Outre la commande qu'a passée Jordan, premièrement, 2 fois, si ça m'intéresse, l'histoire de la prospective, ça c'est un vrai sujet, mais ce n'est pas un défi, c'est un sujet de recherche. Quoique ça pourrait se transformer en défi si on trouve des oppositions entre approches prospectives. C'est intéressant. Le premier défi que je voyais, plutôt, c'était la question du traitement de la transition environnementale en tenant compte des différentes mailles de décision, les mailles géographiques qui s'interpénètrent. Donc je pense qu'il faut considérer la prise de décision, si elle existe encore du point de vue onusien international, la dimension, la prise de décision européenne, les directives et les citations, la dimension nationale, la PPE, etc. Et puis avec l'avènement des régions chefs de file de la transition énergétique, les dimensions régionales et locales. Donc, la coordination de tous ces niveaux de gouvernance me fait dire qu'on a besoin d'une vision concrète et pas seulement théorique, pour avoir des plans de gouvernance multiniveaux et polycentriques. Et ça me paraît un premier défi. Le deuxième, j'insiste, c'est la question de l'interdisciplinarité. Et en particulier, je voudrais rappeler qu'il y a des initiatives mondiales qui ont été prises sur la question de transition, sur l'efficacité énergétique, sur les carburants durables, pas les carburants fossiles, les carburants durables. Et malheureusement, ces initiatives, elles sont dominées par les sciences naturelles ou les sciences de la Terre. Alors, ce n'est pas malheureusement un sens négatif, c'est très bien, il faut le faire. Mais les sciences sociales sont sous-représentées. Et je pense qu'il faut
veiller à ça. Alors, je sais que je prêche des convaincus, mais je pense que pour nous, c'est un vrai défi. Alors, je pense que Reset a sa part de responsabilité là-dedans dans les années à venir. L'école d'économie de Paris, le petit coup de pub, est prête à ça. Nous ne faisons que ça. Nous sommes dans l'interdisciplinarité avec des laboratoires d'études comportementales extrêmement sophistiqués. Christophe le sait, j'ai incité un rapprochement entre la chaire et le comité d'histoire de la Fondation EDF, de l'énergie et de l'électricité, pardon, de la Fondation EDF, et PSE. Donc, on est parti, c'est pas un secret, mais travailler un secret, mais on est parti pour avoir un partenariat durable où on va pouvoir alterner, se cohabiter des chercheurs pour présenter le sujet. Donc j'insiste sur cette idée de relancer cette interdisciplinarité. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps parce qu'on en a beaucoup en retard peut-être. Non, parce qu'après on va... Donc merci beaucoup, je reprends juste 2 éléments. Le premier élément, dans notre programme d'action 2023-2024, on a un silo effectivement gouvernance. On n'a pas présenté le slide pour que ça ne dure pas jusqu'à 2 heures, effectivement, donc on a bien pensé. Ça fait partie des ateliers aussi et des demandes de RTO si on retrouve les aspects multiscalaires. Second élément, la fertilisation croisée, j'en profite, puisqu'après je cède, je ne parlerai plus ou pratiquement plus. Donc on fait le lien, je fais de la publicité maintenant. Le 13 avril prochain à Paris, il y aura beaucoup de monde à l'espace Fondation Electra. On fait une grande... L'équivalent, c'est pas 6 ans, c'est 40 ans. 40 ans de recherche en histoire de l'électricité, de l'énergie auprès d'EDF. Donc à la Fondation EDF, où il y a vraiment de très très beaux plateaux, avec également la revue internationale. On a même la veille une conférence, on va faire des conférences communes sur la trajectoire de l'hydraulique en France. Donc on va faire des conférences, et des conférences aussi avec l'ARS, puisqu'il y a une conférence à l'ARS le matin sur les paysages de l'énergie, ou sinon il y a des formes de fertilisation croisée que l'on retrouve pas seulement à Bordeaux, mais que l'on retrouve aussi à Paris. Donc, cher Stéphane, vous avez la parole. Alors, Christophe, vous nous interrogez sur les apports et limites donc, de la chaire Reset. Alors bon, l'apport, il est indéniable, c'est pour nous, en tout cas en tant que collectivité locale, c'est de savoir cette chaire a su repositionner l'église au centre du village, en d'autres termes, réaffirmer le rôle majeur des réseaux et nous permettre aussi de revenir à des vrais fondamentaux. Vous avez parlé dans vos propos introductifs de la péréquation, Xavier Pinta aussi. C'est aussi la robustesse ou en tout cas la résilience des réseaux face aux aléas climatiques. On pourrait parler aussi de la continuité de fourniture. Thierry Gibert a été sur le grill tout cet hiver, ou en tout cas la préparation de l'hiver. C'est quelque chose qu'on avait oublié. On pensait qu'on n'avait plus qu'à appuyer sur un bouton et la lumière arrivait, et puis on était tranquille pour passer ces soirées d'hiver. Bon, on se rend compte que tout ça, la chaire Reset nous y fait réfléchir, la place de l'humain au milieu de tout ça, on l'a dit suffisamment tout à l'heure, mais repositionner cette église au centre du village nous paraît intéressant, c'est un des apports de la chaire. La deuxième chose, et c'est un sujet qui, à titre personnel, m'est très cher, c'est cette solidarité, mais solidarité, j'y crois pas trop, davantage complémentarité des territoires. Complémentarité des territoires urbains, ruraux, urbains. Et j'ai tendance même à mettre les territoires ruraux en tête de gondole. Je l'affirme haut et fort, tout simplement parce que Xavier Pinta le disait aussi dans ses propos introductifs, le grenier à molécules et à électrons se trouve davantage dans la ruralité que dans l'urbain. Je vois mal un méthaniseur et des éoliennes place des Quinconces à Bordeaux, même si l'espace serait suffisant. Donc, pour ça, nous, c'est important, cette complémentarité des territoires. Et c'est vrai qu'au syndicat, comme dans la chaire Reset, parce que j'ai vu certains de vos étudiants travailler sur le sujet, et ça a été avec grand plaisir. Alors, pourquoi on la met en avant? Il y a une raison très simple, et il y a un sociologue, politologue qui en parle à travers un de ses derniers bouquins, c'est Jérôme Fourquet, dans l'archipélisation de la France. L'archipel français, c'est un de ses ouvrages. Nous, on pense,
au syndicat quand on discute avec le président Panta, et puis on a échangé, il se trouve, avec Jérôme Fourquet, c'est que dans notre pays, la droite, la gauche, vous voyez que ça n'existe plus trop, où on ne sait plus trop qui est la droite, qui est la gauche, qu'est-ce qu'elle pense. La religion, c'est vrai qu'elle a tendance à s'étioler, hein, peut-être parce qu'on est, je le disais tout à l'heure, dans l'instantanéité, etc. Donc, il n'y a plus vraiment de ciment. Le ciment religieux n'existe plus, le ciment politique, le ciment militaire. J'ai fait partie des dernières générations, en tout cas, à faire leur service militaire. Donc, on se dit, finalement, est-ce que l'énergie, la transition énergétique ne pourrait pas être ce fameux ciment, hein, qui finalement éviterait cette fracture territoriale, cette fracture même sociale entre les urbains et les ruraux. Et je crois pouvoir dire que la chaire y travaille, y réfléchit à travers les échanges. Donc ça, ce sont les apports. Vous avez parlé, peut-être non pas de commande, mais enfin je m'y risque un peu. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est Churchill disait « Celui qui oublie l'histoire est appelé à la revivre ». Et on se rend compte aujourd'hui, il y a une proposition de loi qui vise à la renationalisation du groupe EDF. Précédemment, on a parlé de la loi de 1906, mais il y avait la loi de 1946 hein, qui portait nationalisation d'EDF. Et c'est amusant de voir que l'histoire se répète. Pareil, le nucléaire, on l'a fait fabriquer, construit en France dans les années 70. On avait tendance à l'abandonner dans les années 2010, et puis là, on se rend compte depuis quelques mois que finalement, reconstruire du nucléaire, ça peut être une voie salutaire pour notre pays, sans pour autant négliger les énergies renouvelables. Bref, maintenir ce mix énergétique qui fait la force et peut-être la fierté de la France. Donc, peut-être un travail autour de cette histoire électrique qui revit, qui rebondit, qui se relance. Il y a un vrai reset de l'histoire électrique française et ça me paraît peut-être intéressant de travailler là-dessus. Quant aux limites de la chaire, on peut en parler ? Au contraire. Les limites, c'est peut-être une première limite que j'y verrai, c'est qu'elle a un impact essentiellement régional ou que régional et presque très centré, peut-être par le lien qui vous unissait à tous les deux, sur l'Aquitaine Nord. Il faudrait, si je puis me permettre, Christophe, peut-être avoir embrassé à minima le territoire Nouvelle-Aquitaine et peut-être en créant des jumelages avec d'autres chaires nationales, voire européennes. Voire international. Voilà, européenne ou internationale, parce que le réseau électrique français, il a sa particularité, mais déjà, si on voit nos amis allemands, c'est encore bien autre chose. On parle quasiment pas de péréquation, il y a une multitude de distributeurs, enfin, c'est pas du tout la même chose que dans notre pays. Donc, ce serait peut-être intéressant de créer ces jumelages de chaires. Je trouve que c'est un joli défi à se lancer. Le deuxième défi que je verrai pour la chaire Reset, c'est, on a beaucoup parlé d'intergénération entre nous, mais aussi l'interdisciplinarité, on l'a dit, mais cette interdisciplinarité dans le sens de l'énergie. La chaire Reset est très tournée sur l'électricité de par les mécènes fondateurs, mais peut-être que le gaz, et ce serait un moyen peut-être de trouver aussi des subsides, hein, l'industrie gazière a quelques moyens, peut-être se tourner vers GRDF, Engie, mais encore Régaz, le local de l'État. J'ai vu qu'il était, il me semble. Non, c'était pour un colloque. Ouais, sur un colloque, oui, je l'ai vu tout à l'heure. Il y avait une thèse aussi, je crois qu'il a un peu mal tourné, mais pas à cause de Régaz, plutôt du doctorat. Voilà, donc aller un peu vers cette interdisciplinarité me paraît deux axes intéressants. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je me permets 4 commentaires rapides. Le premier élément, vous avez parfaitement raison sur la dimension de coopération interchaire. On a déjà, à l'échelle aussi de RTE, qui est notre bravo, merci beaucoup à notre mécène. J'avais déjà participé à des travaux avec la chaire énergie et paysage de l'école du paysage donc de Versailles, où il y a déjà des travaux qui sont engagés dans ce cas-là. Puis il y a d'autres réseaux aussi de chaires, donc il y a à l'échelle internationale. Second élément, parce que c'est à moi de faire l'autocritique, ce qui nous manque dans l'interdisciplinarité, on a eu la chance d'avoir Camille Romary ou d'avoir aussi Anne-Charlotte Dion
la question de la quantification de la statistique, certes, on est des historiens économistes, mais la cartographie, l'utilisation des bases de données, etc., on en avait parlé, donc effectivement, ça fait partie des marges de progression. Les liens avec les économistes, mais les économistes de l'énergie, ce sont des denrées relativement difficiles à trouver, identifier. Et le troisième élément, c'est très bien pour tous les étudiants de master, Jérôme Fourquet, absolument. Donc je rappelle que le dernier ouvrage qui a déjà plus d'un an est encore mieux, La France au fond des yeux, avec 10 pages qui sont un bijou sur la Gironde. Les 10 pages sur la Gironde sont un bijou absolu. Donc, je me permets de recommander les éléments de lecture. Donc nous revenons justement pour la dimension régionale, interrégionale et sociologique à Thierry, et ça me fait plaisir, on terminera là-dessus. Alors on prendra quelques questions quand même, hein, quelques questions. Voilà, donc Thierry. Oui, donc apport, limites et les nouveaux thèmes qu'on pourrait peut-être explorer, enfin que la chaire Rissel pourrait explorer dans les mois et les années qui viennent. Ça a été évoqué un peu par Jordan, mais moi je voudrais quand même revenir. Effectivement, quand je prends la décision de lancer une chaire et de la financer, évidemment je le fais pour le bénéfice d'Enedis, hein, de l'entreprise qui finance. Je le fais aussi un peu à titre personnel pour alimenter les réflexions dans une période où il fallait peut-être encore une fois ouvrir les chakras, comme on dit, en tout cas faire un pas de côté et prendre en compte d'autres points de vue. Mais quand même, il ne faut pas oublier qu'une chaire, c'est quand même fait d'abord pour le bénéfice des étudiants. Oui. Et d'où... voilà. Excuse-moi, c'est un con que ce soit toi qui le souligne, j'ai honte, je le cache. En tout cas, c'est comme ça qu'on a mis... Excuse-moi, alors je me permets là, parce que je jubile, que tu ailles le dire à notre excellent président Lionel Larrey, qui comprend ce qu'est une entreprise. T'as jamais clé, excuse-moi. Je ne le connais pas, donc voilà. Pas encore. Parce que je suis presque en local, je peux me considérer en local, parce que j'habite toujours dans la métropole bordelaise, même si mon lieu de travail reste 2 à 3 jours par semaine à Paris. Donc le restant, c'est chez moi en télétravail. Voilà, donc ce qu'elle fait pour les bénéfices des étudiants, il faut que ça se perde de vue. Et donc il faut à la fois ces actions de recherche, cette combinatoire, recherche-action, à laquelle je me tenais beaucoup, parce que recherche très bien, action très bien, mais c'est les deux. Il faut vraiment que, en tant qu'étudiant, vous soyez immergé dans des réalités de terrain, avec les collectivités locales, avec les syndicats d'électricité, avec des entreprises, avec des associations citoyennes, ainsi de suite, hein, et que vous ne soyez pas enfermé dans un donjon universitaire, si j'ose m'exprimer ainsi. Et donc ça, il faut que ça continue. Hein, et quand on a conscience de ça, ça crée quelques limites également, hein, en termes de finalité de la chaire. Alors après, sur les thèmes nouveaux, je crois qu'évidemment, tout évolue, y compris dans le système énergétique, mais il y a quand même un virage très important, qui est un virage historique, hein, c'est que le système électrique, d'une certaine façon, il était toujours très directif des grosses centrales de production vers le terrain, hein, avec des flux qui allaient donc de ces grosses centrales vers le terrain. Ça a changé, évidemment. Hein, la production linéaire, elle est très décentralisée, 500, 600, 700, bientôt 1 million, bientôt, parce que c'est une question d'années, donc ça va aller très vite, plus d'1 million de sites de production d'énergie renouvelable, photovoltaïque et éolien. Et puis ce qui a changé fondamentalement aussi, ce qui est en train de changer fondamentalement, c'est que ces moyens de production fonctionnaient pour être adaptés à une consommation. Donc nous consommions, et quand ça consommait beaucoup, eh bien, il y avait des moyens de production qui se mettaient en service. Un barrage, il faut à peu près une dizaine de minutes pour qu'il produise, une centrale au gaz à peu près une demi-heure, une centrale nucléaire quelques heures. Et donc, il y a des gens qui scrutaient en permanence nos comportements en tant que consommateurs pour adapter les moyens de production. Maintenant, tout ça, ça va changer parce que quand on aura 500, 600, 1000, 1 million de sites photovoltaïques raccordés sur le réseau, ça va produire grosso modo entre 10h du matin et 16h l'après-midi avec une pointe entre 11h et 13h. Et ça, c'est la nature. Hein. Et donc, il va falloir faire un peu le contraire. Il va falloir que les consommateurs français adaptent leurs usages, leurs habitudes à cette pointe de production. Je me permets de faire
la publicité pour un site RTE, Internet, qui s'appelle, je l'ai, mais comme je regarde tous les jours, j'ai même oublié son nom, qui s'appelle Economix. Voilà, il est là. Je vous incite à aller le mettre sur votre smartphone. Je fais un peu de publicité pour un collègue de RTE. Ça, c'est une première, pardon. Non, non, moi je suis, tu sais, je suis pas, en matière d'énergie, je ne suis pas agnostique. Hein, je travaille quotidiennement avec les collègues de RTE pour passer l'hiver. Hein, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, évidemment. Et donc, je vous invite à aller voir ce site Economix, où vous voyez la production d'énergie en France par heure avec les productions de CO2 correspondantes. Et vous verrez que si on veut bénéficier de l'énergie photovoltaïque, ben, il faut consommer entre 10 heures et 16 heures, grosso modo. Et donc ça change fondamentalement les choses. Et ça veut dire que si on veut réussir la transition énergétique, il va falloir que tous individuellement, qu'on soit des particuliers, des entreprises, des collectivités locales, on adapte un petit peu nos modes de fonctionnement à travers, enfin vis-à-vis de la production d'énergie renouvelable, pas que, mais aussi des énergies renouvelables. Et ça, on voit bien qu'on va agir sur le comportement. Donc c'est pas technique. C'est pas de la technologie, c'est pas de la... Alors évidemment, il y aura des outils qui vont pouvoir nous aider de faire ça, ainsi de suite, hein, mais la base, c'est vraiment, on est dans une base sociologique, comportementale. Donc là, je pense que vous avez un champ à explorer incroyable. Je voyais les photos de la Dordogne, hein, qui nous rappelaient un petit peu ce qui s'est passé au moment de l'électrification, avec le rappel très pertinent de Jordan de dire, voilà, cette électrification, évidemment, il y avait le compteur bleu, évidemment, il y avait les réseaux, il y avait tout ça, mais c'est au-delà de la technologie, ça a changé la vie des gens, et ça a changé même, je dirais, le rôle de la femme dans un foyer, ainsi de suite. Donc, il y a quand même des changements très profonds. Et donc, il va y avoir des nouveaux usages de l'électricité, hein, le véhicule, on cite le véhicule électrique, mais je pourrais citer évidemment bien d'autres, puisque la transition écologique, c'est quand même l'électrification des usages avec la production d'électricité décarbonée. Énergie renouvelable, le mixte français est remarquable à cet égard, hein, le mixte énergie renouvelable plus nucléaire. Et donc, ces nouveaux usages, évidemment, ça va changer la vie de chacun d'entre nous. Et il faudra garder à l'esprit, encore une fois, que ça devra être calé sur ce fameux mix et sur la production d'énergie. Donc là, je pense qu'il y a un champ de recherche et de compréhension des choses qui, à mon avis, s'ouvre devant vous. Et puis la solidarité territoriale, ça a été dit, hein, voilà, on voit apparaître ça et là des tentations autarciques que je ne partage absolument pas. Pour plein de raisons. Hein, enfin, bon, je ne suis pas là pour donner étant à mon avis, mais cette solidarité, elle sera à tous les niveaux, hein, entre voisins, de consommation, elle sera entre quartiers, entre ville et campagne, elle sera entre pays, et elle devra aussi vraisemblablement prendre corps à une échelle continentale. On voit ce qui se passe en Europe de l'Est a eu un impact sur l'Europe de l'Ouest. Hein. En matière énergétique, l'effet papillon, hein, ce qui se passe autour de la planète et ça a un impact, ça existe, c'est une réalité. Et donc là aussi, il y a un champ, je pense, de réflexion qui est très important. Et ça, c'est pas le choc technologique, encore une fois. Hein. Après, ça a un impact sur nos consommations. La sobriété, je pourrais me dire tout à l'heure, voilà, je travaille depuis maintenant 1 an sur le pilote opérationnel du projet qu'a mis en place Enedis pour passer les hivers et essayer d'éviter les coupures. C'est pour ça que je travaille quotidiennement avec mon homologue de RTE qui a un projet similaire. Hein. Et bon, je pourrais en discuter plus tard certains d'entre vous, mais l'un des aspects fondamentaux de ce projet-là, c'est quand même le comportement et ce que j'appelle moi le volontariat vertueux, hein, pour engager des actions de sobriété, une démarche citoyenne. Alors bien sûr, il y a des démarches liées au marché et au prix de l'électricité. Vu le prix de l'électricité, on a vu que les consommations ont baissé, mais si les consommations ont baissé,
Je rappelle que s'il n'y a pas eu de coupure cet hiver, c'est grâce à chacun d'entre nous et à la baisse des consommations de l'ordre de 8 à 9%. Vers le lundi 12 décembre, si ma mémoire est bonne, il n'y aurait pas eu cette baisse de consommation-là en France, on aurait été en très très grande difficulté. Bien sûr, les prix, donc le marché, avec des incitations financières, mais aussi cette démarche de sobriété, de démarche citoyenne, ce volontariat vertueux, puisque derrière il n'y a pas de prime, il n'y a rien de tout ça, et qui nous a permis d'éviter la troisième sphère d'action, qui est celui des décisions un peu étatiques, de régulation étatique, où là on coupe, où on fait des baisses de tension. Et c'est ce mixte, cette complémentarité entre les actions du marché et ce volontariat vertueux qui a permis de progresser, de ne pas avoir de coupure et de réduire aussi nos consommations et donc la production de CO2. Merci beaucoup. Deux remarques qui me semblent importantes. L'évolution du mix énergétique, ça doit être effectivement étudié sur la moyenne et la longue durée. C'est d'ailleurs la thématique centrale. Publicité comme Christophe Bonnery pour la semaine prochaine, 40 ans de recherche en histoire et sociologie de l'énergie, la trajectoire contrariée du nucléaire. Et on oublie toujours l'hydraulique. Qu'est-ce que nous serions sans les 12% d'hydraulique? Et la question du réchauffement climatique, de l'eau, etc., dès la question des centrales nucléaires, ce n'est pas un sujet pinaise. Et puis, second élément, les changements avec RTE, parce que nous avons le retour de Michel Derdevé. Mais Michel Derdevé que j'ai connu, j'ai commencé à travailler dès 2000 et 2001 avec RTE. Au début, jusqu'en 2008-2009, c'était toujours les campagnes de communication sur les records, la courbe envoyée, la courbe de consommation, la courbe de charge, la fausse loi de doublement décennal de la consommation. Et on peut identifier que c'est entre 2008 et 2010 que RTE a commencé à communiquer sur les baisses, sur le fait que l'on arrêtait, que l'on diminuait, que l'on stabilisait donc la consommation. Donc on a un changement effectivement de paradigme que l'on voit clairement constater qui est antérieur effectivement à ces derniers événements. Donc en tout cas, bravo. Alors je pense que je vais peut-être vous frustrer, mais est-ce qu'il est plus important que les prochains débats, j'ai un arbitrage, nous avons un arbitrage, est-ce qu'il est plus important que les prochains débats se passent convenablement avec 4 intervenants, que l'on consacre du temps, donc de vue oui. Est-ce qu'il est plus important que vous ayez quand même du temps pour le buffet, pour discuter, pour déguster? Il me semble que oui. Donc, je vais être obligé de vous frustrer pour les questions. On n'a pas de temps pour les questions parce qu'il faut faire une pause pipi. À moins qu'il y ait une question qui brûle véritablement donc les langues, etc., qu'il y ait une protestation, qu'il y ait une prise en otage, des gilets jaunes, rouges ou bleus ou blancs. Non. Donc, bravo, bravo, merci beaucoup.